Maintenant, la parole à Charles Masselet. Le thème choisi pour le congrès cette année était la décision médicale, parce qu'il me semblait très important qu'on puisse réfléchir à ce qu'est la décision médicale, puisque, en fait, au cours de nos études ou de l'internat, on nous a en jamais la physiologie, le mécanisme d'une décision, les actes qui aboutissent à une décision et les biais qui peuvent intervenir. Et donc, Alain Charles, dans le cadre du cercle Nicolas Andry, a organisé une table ronde sur ce sujet qui était très intéressant. Bien chers tous, messieurs les présidents, je rappelle que le cercle Nicolas Andry a 12 ans d'âge à présent, que c'est un cercle de réflexion qui a été fondé au sein de la Sofroc, qui a bien voulu nous accueillir et qui nous réserve une matinée chaque année. Et il en sort d'ailleurs un cahier qui est assez régulier dans la publication. Alors on a répondu présent à l'appel de notre président pour traiter la décision médicale. Alors je ne suis pas là pour vous rapporter les contributions de chacun sous forme de résumé, mais pour essayer de faire une synthèse. Et je risque de décevoir notre jeune collègue là, parce que, mais par contre je vais contenter Henri, parce que je n'ai pas oublié Google, j'ai oublié PowerPoint. Et donc je n'utiliserai pas de diapositive. Alors la décision médicale, vaste programme. Mais qu'est-ce que c'est qu'une décision? Comment prend-on une décision et quels sont les facteurs qui influent sur nos décisions, parfois d'ailleurs à notre insu? Ces questions ne sont pas nouvelles. On peut affirmer que le 3e livre de l'éthique à Nicomaque est une analyse de la décision. Aristote parlait à cet endroit d'acte volontaire. Décider implique de choisir, et sans doute la possibilité de choisir, la liberté de choisir, est-elle constitutive de notre humanité. Mais dès qu'il y a liberté, il y a responsabilité. Et il y a 2 domaines, déjà repérés par Platon d'ailleurs, dans lesquels la décision revêt un caractère crucial en raison de ses conséquences sur la vie des autres, la politique et la médecine. Et à l'instar du présent, inconfortablement logé entre un passé qui n'est plus et un futur non advenu, la décision serait cette brèche ténue mais vitale entre délibération et action, même si cette dernière revêt l'allure d'une abstention. Et en quoi la décision médicale est-elle singulière plus qu'en tout autre domaine? Une réflexion de Paul Ricoeur peut nous aider à saisir cette spécificité de la médecine. Traçant un parallèle entre le cheminement de la pensée médicale et le fonctionnement de la justice, le philosophe note avec pertinence que les diverses étapes du judiciaire, à savoir enquête, désignation d'un suspect, instruction du dossier, procès, annonce du verdict et de la sentence, accomplissement de la peine, sont strictement superposables à la progression du raisonnement médical qui comporte les 2 grandes phases du diagnostic et de la thérapeutique. À la différence près, considérable, que le médecin remplit toutes les tâches qui, dans l'ordre judiciaire, sont dévolues à des personnages aux compétences cloisonnées. Et on mesure ainsi l'écrasante responsabilité et l'effarante solitude du médecin. Et cela est encore plus vrai pour le chirurgien qui, après la sentence, administre la peine de ses propres mains. Il n'est pas superflu de rappeler la finalité de la démarche médicale qui s'apparente à celle de l'ordre judiciaire. Il s'agit, dans les 2 ordres, de définir ou de cerner au plus près le juste. La décision tient tout entière dans ce mot bref, le juste. Décider ce qui est juste est commun au champ médical et judiciaire. Mais c'est à ce point que les parallèles divergent. Car si dans un cas on a affaire à une décision de justice, dans l'autre cas, celui de la médecine, la préoccupation est d'aboutir à une décision de justesse. Justesse du diagnostic, justesse de l'indication thérapeutique, compte tenu de nombreux paramètres dont le patient lui-même et son environnement, justesse, enfin, de l'action thérapeutique, notamment en chirurgie. Et le terme de justesse permet de dévoiler l'une des sources les plus importantes de contentieux entre le patient et le praticien. En effet, tout patient victime d'un traumatisme ou atteint d'une affection sévère s'estime victime d'un coup du sort injuste. Pourquoi moi? S'écrie-t-il. C'est injuste. Et c'est naturellement que le patient adresse à la médecine et aux praticiens qui la représentent une demande de réparation de l'injustice dont il est frappé.
Cependant, ce n'est pas le rôle de la médecine que de rendre justice. La médecine ne peut que procéder à des décisions justes, au sens, encore une fois, de la justesse, dans l'intérêt du patient et en associant ce dernier à la décision. Encore une divergence avec l'ordre judiciaire dans lequel on ne demande pas au coupable sa participation pour évaluer sa condamnation. Alors, d'une façon générale, on aurait tort de limiter la décision médicale à la seule énonciation de l'indication thérapeutique. En réalité, la démarche médicale tout entière est un vaste continuum de décisions. Dès le premier contact avec un patient, le médecin ne cesse de décider. Décider d'accorder de l'importance à tel symptôme, décider de se mettre en quête de tels signes cliniques, décider de prescrire tel examen d'investigation, etc. L'action elle-même est traversée de multiples décisions, notamment en chirurgie, dans la mesure où le chirurgien est confronté en permanence à un éventail de possibilités de gestes techniques qui lui permet de s'adapter à toute situation. En pratique chirurgicale, décision et gestes opératoires ne font qu'un. Et si décider, c'est choisir, choisir, c'est aussi exclure. Et on n'est jamais certain que la réponse la plus adaptée à une situation ne soit pas reléguée d'emblée dans l'exclu. Et on doit voir dans cette remarque l'omniprésence de l'incertitude qui est consubstantielle à l'exercice de la médecine. Dès lors que la démarche médicale est charpentée par une longue suite de décisions qui structurent aussi bien la délibération que l'action, y a-t-il une hiérarchie de l'importance des décisions? Peut-on considérer par exemple qu'il existe une décision cruciale, celle qui prend parti pour une indication thérapeutique, et d'autres décisions, des micro-décisions qui s'enchaîneraient les unes aux autres? Une micro-décision comme celle qui consiste à retenir un symptôme parmi d'autres est tout aussi cruciale, car une mauvaise décision à ce niveau, un chaînon manquant ou de vide métal, présente le risque d'un fourvoiement qui affectera sérieusement la suite de la chaîne décisionnelle jusqu'à altérer la décision finale, celle dont le praticien porte la plus lourde responsabilité, celle qui va engager l'avenir du patient. Et la question qui nous obsède tous est de savoir comment se prémunir des éventuelles dérives qui peuvent affecter l'ensemble du processus décisionnel. Et il nous faut pour cela reprendre à grands traits une démarche médicale type. À l'origine, et on l'oublie trop souvent, il s'agit d'une rencontre à trois participants: le praticien, le patient et son affection, quel que soit l'aspect que cette dernière peut emprunter, maladie, traumatisme, troubles fonctionnels, etc. Et si le colloque singulier a encore un sens, c'est à travers une clinique régénérée par la prise en compte du symptôme par le praticien. Mais pourquoi donc réhabiliter le symptôme qui implique une écoute attentive du patient? Parce que le symptôme est l'indice premier de l'affection, le signe intraduisible d'une clinique intime, celle du patient, dont le praticien doit apprendre à reconnaître la valeur en ce qu'elle offre une palette d'infinies nuances susceptibles d'emblée d'orienter le praticien averti dans la voie de la décision juste. Il s'agit en quelque sorte de réintroduire le sujet, non pas en cherchant à objectiver un discours subjectif, mais en incitant le praticien à faire sien un discours, celui du patient, que l'on reconnaît pour vrai. La difficulté de la relation médicale contemporaine est de maintenir en permanence un équilibre subtil entre l'objectivation nécessaire de la maladie et la subjectivité du patient, afin de faire émerger la règle la plus appropriée, autrement dit le juste, pour un cas donné. Et le caractère crucial de la décision médicale réside dans chaque étape de la démarche, dans l'invention de la règle adaptée au cas, ce qui s'inscrit à contre-courant de certaines pratiques comme l'evidence-based medicine, qui vise à subsumer le cas sous une règle déjà connue. Et cette tension vers le juste, que nous avons déjà évoquée, oblige à inclure le patient dans la foultitude des décisions à prendre, grandes ou petites, à l'inscrire d'emblée dans le long processus décisionnel sous la forme de ce qu'on nomme actuellement la décision médicale partagée. À une verticalité décisionnelle, illustrée par la définition que donnait Porte, le premier président de l'Ordre des médecins, de la relation médicale comme la rencontre d'une confiance et d'une conscience, on doit substituer un accompagnement où le lien de confiance s'établit progressivement pour définir de concert l'attitude la plus juste.
ce qui exige du praticien un effort supplémentaire d'imagination au sens où l'entendait Kant. Je cite, « L'imagination, ce n'est pas seulement se représenter une chose absente, mais c'est aussi se mettre à la place d'un autre être humain. » Fin de citation. Ce n'est pas autre chose que la capacité de réfléchir sur son propre jugement en se plaçant du point de vue d'autrui, c'est-à-dire du patient, ce que nous appelons empathie. Mais l'empathie ne se décide pas. Il lui faut un moteur. Et ce moteur est l'émotion, dont le rôle, désormais tenu pour essentiel dans la fonction soignante, est admirablement éclairé par l'étymologie. Émouvoir, du latin ex movere, c'est ce qui met en mouvement. On peut avoir des émotions sans empathie, mais il n'y a pas de réelle empathie sans émotion. Il est permis de parler à cet endroit d'un véritable retour du refoulé sous la forme de ces émotions positives ressenties par le praticien qui nourrissent l'imagination et permettent d'appréhender la situation globale d'un patient sans pour autant verser dans la compassion. Quand l'incertitude qui nimbe toute décision médicale est trop pesante et que la décision médicale partagée devient inopérante, prudence est de recourir à une décision médicale partagée, élargie, par le moyen de la collégialité. Tension vers le juste, décision difficile, responsabilité alourdie se conjuguent pour inciter le praticien isolé à requérir un avis d'expert, à soumettre le cas à une assemblée de pairs, ou même à adresser le patient à un autre spécialiste pour le conforter dans une décision hésitante. L'incertitude est la grande ombre qui plane sur la décision médicale. Mais à trop l'invoquer, on risque d'occulter des situations qui ne relèvent pas de l'incertitude. C'est dire qu'il faut replacer cette notion d'incertitude dans un contexte plus large, qui est celui de la façon dont nous appréhendons le monde extérieur par la connaissance que nous en avons. Tout événement, tout fait, après être passé au crible de notre intelligibilité, nous est livré dans l'un des 4 univers suivants. Le premier, c'est l'univers déterministe, qui nous est le plus familier parce que le plus rassurant. C'est l'univers de la relation de la cause et de l'effet, selon un enchaînement linéaire et nécessaire. Il est vérifié à la fois par l'expérience et par le bon sens. Si je ne clampe pas rapidement cette artère fémorale sectionnée par un coup de couteau, le blessé va mourir. Autrement dit, l'univers déterministe délivre une certitude. Si A est présent, B s'en suivra inévitablement. La décision apparaît clairement comme une évidence. Elle va de soi, elle coule de source. Devant une septicémie galopante, un traitement antibiotique adapté est immédiatement requis. Si B est un événement mortifère, on fera tout pour éviter la présence de A. L'attitude juste qui correspond à l'univers déterministe est la prévoyance. Deuxième univers, l'univers probable, qui diffère sensiblement de l'univers déterministe en ce que si A est présent, B n'est pas certain de se dévoiler. En revanche, on connaît la probabilité d'apparition de B. Et cette probabilité est une évaluation chiffrée. Et la décision médicale tiendra compte de cette probabilité. C'est en ce sens que le risque est une probabilité par exposition à un danger. Si par exemple je me rends en Somalie cet été, je serai exposé au danger que représente le moustique vecteur de la fièvre jaune. Or, on sait à partir d'études épidémiologiques que X% de personnes non vaccinées qui se rendent en Somalie contractent la fièvre jaune. Tout dépend de la valeur de X. Si X est proche de 0,01, c'est-à-dire très faible, la décision de se faire vacciner tiendra compte des avantages et des inconvénients du vaccin. En revanche, si X est supérieur à 50, la vaccination qui est efficace apparaît comme une mesure à la fois de bon sens et salutaire pour conjurer le risque. Mais il faut garder à l'esprit que la probabilité chiffrée issue de l'étude épidémiologique ne s'applique pas à un individu singulier. L'attitude juste qui consiste à faire face à un risque probable est la bien nommée prévention. Troisième univers, l'univers incertain. Lui répond aussi à des critères bien précis. Il s'agit d'un univers risqué, mais dont le risque est impossible à chiffrer. Le risque n'est pas évaluable quantitativement sous la forme d'une probabilité. En revanche, nous restons libres de formuler des hypothèses sur ce qui pourrait advenir si A était présent.
nous ne sommes plus dans la probabilité, mais dans la plausibilité. L'incertitude est caractérisée par l'existence d'hypothèses plausibles qui peuvent être testées. L'attitude à adopter dans un univers incertain est la précaution. L'incertitude évolue sous le régime du principe de précaution, si utile en médecine et dont on ne répétera jamais assez qu'il ne s'agit pas d'un principe d'abstention. Par exemple, pour une ultime intervention, j'aborde chirurgicalement un membre déjà multi-opéré. Je ne sais pas où se situe l'artère principale dans ce magma fibreux. La dissection se fera selon des règles de précaution, notamment en isolant préalablement le vaisseau en zone saine, en amont et en aval. Dernier univers, enfin, le moins rassurant, l'univers indéterminé. On se trouve dans l'incapacité totale d'émettre la moindre hypothèse sur ce qui se passera si A est présent. La décision doit alors s'aligner sur la suspension du jugement, l'épopée des philosophes sceptiques de la Grèce antique. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut baisser la garde, bien au contraire. L'absence totale de perspective doit nous conduire à adopter une attitude de vigilance extrême dans l'esprit de détecter les menus indices qui pourraient inciter à arrêter des décisions en fonction de l'évolution des situations. Prévoyance, prévention, précaution, vigilance, voilà des termes qui ne sont absolument pas synonymes et qui désignent des attitudes appropriées. La catégorisation qui vient d'être exposée a bien sûr un aspect formel, sinon figé, mais deux notions essentielles doivent être soulignées. La première, c'est que notre appréhension du monde selon ces catégories d'univers est fonction de nos connaissances et de notre expérience personnelle. Pour une situation donnée, un médecin pourra se trouver dans un univers incertain, tandis qu'un expert pourra affirmer une proposition et décider en fonction d'une probabilité chiffrée, d'où l'intérêt des décisions collégiales où chacun peut exposer sa vision des choses. La seconde notion est que les représentations que nous avons des situations sont évolutives, soit spontanément, ce qui implique de mobiliser en permanence notre attention, soit sous une action particulière. Pour reprendre l'exemple un peu trivial de la dissection réalisée avec précaution, si je blesse accidentellement l'artère, je passe brutalement d'un univers incertain, où je ne connaissais pas la localisation de l'artère, à un univers déterministe. Il existe un saignement important qui implique une suite de décisions rapides, la compression, l'hémostase, la réparation, la ligature, bref, etc. La décision, d'une façon générale, n'intéresse pas que les actes. Elle concerne également les discours que nous tenons, ce que nous allons dire ou ne pas dire. Car la troisième grande étape de la démarche médicale est l'anticipation du résultat du traitement, c'est-à-dire le pronostic. C'est souvent la phase la plus délicate et sans doute la plus embarrassante pour le praticien, puisqu'il s'agit d'une annonce en réponse à la question légitime du patient, qui recouvre habituellement d'ailleurs plusieurs interrogations. Deux genres de réponses nous semblent insatisfaisantes. La première consiste à tenter de faire comprendre au patient qu'il faut se concentrer sur le moment présent, à savoir le traitement, et qu'on verra bien après, selon l'évolution. La seconde, plus technique, se réfère aux statistiques en faisant valoir que les études montrent 85% de bons et très bons résultats à pathologie et traitement identiques. La première réponse appartient à un univers indéterminé, tandis que la seconde se situe dans un univers probable. Ma conviction est qu'il est préférable de situer le discours pronostique dans un univers incertain, en donnant en partage l'incertitude finale du résultat, et non pas l'expression d'un doute, en raison même de l'idiosyncrasie du patient qui résiste à toute mise en équation. Et on conviendra que cette décision relève de la plus élémentaire précaution. Je vous remercie de votre attention. Merci à Charles pour ce remarquable exposé sur la décision médicale, la validité. Je pense que c'est important parce qu'on est à une époque où on voit arriver le big data, l'intelligence artificielle. Et je pense qu'il faut qu'on soit très vigilant et que tout ce que tu viens de dire, il est important qu'on arrive à transmettre aux plus jeunes, à nos collègues, et que les gens réfléchissent à ça, parce que je suis inquiet de
de l'évolution et de la mainmise sur les données médicales et le fait qu'on arrivera à poser des indications à notre place dans un délai qui est peut-être plus court que nous l'imaginons. Je peux te permettre un commentaire. Il y a un article très intéressant qui vient de paraître dans le New York Times et qui a été rapporté dans le Courrier international. On parle beaucoup de fracture numérique. Jusqu'ici, on concevait la fracture numérique entre ceux qui avaient la maîtrise des outils numériques et ceux qui ne l'avaient pas. Eh bien, ce rapport est en train de s'inverser sur la foi même de ceux qui président aux destinées des grandes GAFA, c'est-à-dire que revient en force bien, les éducations traditionnelles avec la suppression des écrans et des smartphones. C'est lié à tous leurs enfants. Oui, bien sûr, mais la fracture numérique, c'est entre ceux qui auront de nouveau une culture traditionnelle et ceux qui seront addictés, je ne sais pas si ça existe, oui, au numérique. Donc ne perdons pas espoir. L'outil numérique est quand même fabuleux. Mais ça n'est qu'un outil. Oui, tout d'abord, non, je vais prendre la parole d'abord pour te dire que ton exposé était fantastique, j'ai adoré. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tu as fait vraiment un petit peu éclairer ce qui est le rationnel, A plus B égale C, ce qui est un petit peu parfois l'irrationnel, A plus B égale X, dans le cas d'une médecine qui n'est pas d'une science exacte. Enfin, c'est un petit peu comme ça que j'ai appris certaines choses dans la décision médicale, dans la difficulté de la décision médicale. Et il y a des choses que tu as dites où je me demande si est-ce que tu t'es inspiré aussi du hasard et la nécessité de l'essai de Jacques Monod qui a publié en 1970, on disait que tout dans l'univers n'est que le fruit du hasard et de la nécessité. Je voulais juste savoir par curiosité si tu avais lu cet essai et si tu avais inspiré. Oui, bien sûr, ça a été mouliné en quelque sorte, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est les héritiers quand même d'une très longue tradition qui, à plusieurs titres d'ailleurs, handicape actuellement. La double tradition de Claude Bernard, qui introduit le mot de déterminisme des mécanismes physiologiques, et de Pasteur. Pasteur, c'est quand même un germe correspond à une maladie. Donc on est prisonnier, enfin on est resté très longtemps prisonnier, finalement, d'un univers déterministe en médecine. D'ailleurs, la grande ambition de certains philosophes de la Révolution, c'était de faire de la médecine l'égale d'une science à l'instar de la physique. C'est-à-dire le déterminisme, en quelque sorte. Et on sait très bien que c'est pas comme ça. Cette notion d'incertitude est à bien distinguer du doute. Le doute, il ne faut pas faire partager ses doutes aux patients, on est bien d'accord. Le doute, il est intérieur. Si on a des doutes, on les garde pour soi. Mais par contre, je pense qu'il faut donner en partage aux patients l'incertitude. Parce que l'incertitude, c'est l'incertitude du monde. C'est l'incertitude d'un univers qui ne nous appartient pas. Et qu'on doit appréhender de concert le patient et le praticien, ensemble. Monsieur Boudin, et après on arrêtera. Très rapidement, moi aussi je partage cette analyse. Tes présentations sont toujours tout à fait fantastiques et je t'en remercie, mon cher Alain Charles. J'aurais une question à te poser, une précision à donner, une question à te poser. La précision, dans ta première partie, de façon métaphorique, tu as comparé effectivement ce problème de décision avec les décisions médicales, décisions de justice. Et tu as dit à un moment que les décisions de justice, par définition, étaient justes. Malheureusement, je rappelle ici de façon solennelle qu'au point de vue du droit, on ne demande pas à un tribunal, à une cour ou à un conseil d'État d'être juste, mais d'appliquer la loi, point final. Ça, c'est le premier point. Et la loi n'est pas toujours juste. Et là, enfin, les décisions de justice, non seulement, enfin, si on peut penser, cher Pomme, que la loi est pratiquement presque toujours juste, mais c'est l'interprétation de la loi qui ne l'est pas toujours. Voilà, Ceci étant, on ne va pas rentrer dans une digression là-dessus. Et la deuxième question est peut-être, mais je te la pose à toi parce que je sais que tu vas y répondre, est-ce qu'en matière de décision médicale, sur le plan éthique, penses-tu qu'on peut appliquer la loi de Hume, que tu connais, que je rappelle, c'est-à-dire il n'y a pas de possibilité de donner des conclusions normatives à partir de prémices descriptives. Oui. Alors, voilà. Oui. Enfin, j'ajoute pour ta première remarque là, que je n'ai pas parlé de décision juste en justice.
J'ai parlé d'une tension vers le juste. Mais cette métaphore n'est pas de moi, hein, c'est Paul Ricoeur, le grand inspirateur du président de la République. Mais le parallèle est assez intéressant quand même. Merci Alain Charles. Bien, merci beaucoup, encore bravo. Je vous souhaite une excellente fin d'année et un janvier.